9 millions de sages-femmes et de personnels infirmiers supplémentaires pour espérer réaliser la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Voilà pourquoi la Commission mondiale de la santé a décidé de déclarer cette année 2020 comme l'année de la sage-femme et du personnel infirmier. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission, ce magazine mandaté par la FNIB, la Fédération nationale des infirmiers de Belgique. Nous allons parler d'un petit peu de tout en ce qui concerne le monde hospitalier, mais surtout le monde des infirmiers. Avant ça, je vous propose d'écouter un petit mot des parrains de cette émission et puis surtout de mettre ceci en guise de respect pour le personnel hospitalier tous les jours sur le front. Alors pourquoi est-ce que je soutiens les infirmiers et les infirmières? Parce que je trouve ça fantastique de se dire qu'un jour on va faire des études pour faire un métier qui va nous amener à travailler tous les jours de la semaine. C'est-à-dire le samedi et le dimanche aussi, le jour et la nuit, d'être à la merci d'horaires impossibles pour un mauvais salaire parce ils sont mal payés. C'est la première chose. Et qu'à côté de ça, ils vont y aller avec le sourire dans un milieu hospitalier qui n'est pas toujours hospitalier. Ils vont être à côté des patients, ils vont leur tenir la main, ils vont les accompagner, ils vont leur dire des gentilles choses, ils vont leur donner à manger, ils vont être présents pour eux, ils vont parfois même devoir les voir mourir. Et ils vont devoir voir arriver de nouvelles personnes et leur vie va être faite de ça. Et je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Je trouve qu'ils sont fantastiques et extraordinaires. Donc je vais faire une petite chanson qui s'appelle « Tu es formidable, fantastique, extraordinaire ». Tu es formidable. Tu es formidable, fantastique. Extraordinaire, extraordinaire, oh tu es formidable, fantastique, extraordinaire, extraordinaire, Anatawa, Subalashi, unique, unique. Ça c'est du japonais en fait, parce que je chante même en japonais pour les infirmiers et pour les infirmières. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais adresser mes plus sincères félicitations aux infirmiers et aux infirmières qui ont décidé de se constituer en association syndicale. C'est fort important aujourd'hui pour faire passer les messages au niveau du monde politique et au niveau des gouvernements. Donc, je ne peux que me réjouir de cette décision qui va dans le même sens que les syndicats médicaux et je pense qu'ensemble, on est là pour travailler ensemble et pour assurer le bien-être de la population. Bien sûr, il est important de garantir la revalorisation salariale. Cependant, il est nécessaire de reconnaître la pénibilité de la profession. D'autre part, il faut également revaloriser l'intérêt de cette profession. C'est une profession fantastique. Malheureusement, aujourd'hui, il y a trop peu d'infirmiers et d'infirmières sur le terrain. Les normes internationales disent que pour pouvoir assurer la sécurité des patients, il faut une infirmière ou un infirmier pour 8 malades. À l'heure actuelle en Belgique, nous avons des normes qui sont aux alentours de 1 pour 11 malades. Et ceci, évidemment, est trop peu. Donc je lance un appel aux jeunes. Je veux leur dire que c'est un métier passionnant, c'est un métier extraordinaire. C'est un métier où on a des responsabilités qu'on est fier d'assumer. Et puis, ça permet aussi de travailler en équipe. Moi-même, durant ma vie neurochirurgicale, tout ce que j'ai pu réaliser, c'est grâce à l'équipe. C'est grâce aux infirmières qui m'entouraient et que j'ai énormément respectées et avec lesquelles j'ai pu vraiment travailler pendant des dizaines d'années en parfaite harmonie et faire en sorte que nous avons tous et toutes un très bon souvenir. Donc c'est vraiment fort important et j'insiste sur le fait qu'il faut impérativement que nos jeunes se dirigent vers cette profession qui est une profession extraordinaire, comme d'ailleurs toutes les professions médicales, toutes les professions des soins de santé. On se rend compte qu'on est fort utile à la société et que nous faisons tous les jours des gestes qui sont les gestes qui sauvent et c'est vraiment fort important pour nous tous. Aujourd'hui, je souhaite saisir cette occasion pour remercier les sages-femmes et les personnels infirmiers de Belgique ainsi que leurs familles pour l'engagement, l'altruisme et la résilience formidable dont ils font preuve face à cette terrible pandémie.
l'importance de la contribution des sages-femmes et du personnel infirmier à la santé publique ne sera jamais assez soulignée. Leur rôle central dans les systèmes de santé dépasse le cadre de la lutte contre la pandémie. Ils travaillent dans tous les types de contextes et ils sont présents de la naissance à la mort. Ils représentent près de 90% des contacts entre les patients et les professionnels de santé. Leur travail est essentiel à nos efforts collectifs en vue d'instaurer la couverture sanitaire universelle et d'accélérer les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable. Les sages-femmes et le personnel infirmier dispensent des soins de qualité, dirigent des équipes, mènent des activités de recherche, influencent et mettent en œuvre des politiques et assurent la formation de la prochaine génération de sages-femmes et de personnel infirmier. Le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux pour réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030 constitue, pour moi, comme pour le bureau régional de l'OMS pour l'Europe, une priorité essentielle. Et je salue aujourd'hui toutes les infirmières, tous les infirmiers et toutes les sages-femmes de Belgique. Ensemble, nous allons mener une unité d'action pour une meilleure santé dans la région européenne de l'OMS. Et vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Alors nous sommes ici sur le campus ULB Erasme au musée de la médecine et vous le voyez autour de moi, ce musée il s'est constitué un véritable patrimoine avec des objets d'art, avec de l'archéologie autour de la médecine. Ce musée il organise aussi des événements plus sporadiques comme des expositions. La dernière en date, la peste a son histoire, le Covid aussi. Bonjour Alda. Bonjour Sébastien. Alors je le disais en début d'émission, cette émission elle est mandatée par la FNIB, la Fédération nationale des infirmiers de Belgique dont vous êtes la présidente. Alors expliquez-nous d'abord en quelques lignes, la FNIB, qu'est-ce que c'est ? C'est la Fédération des infirmiers de Belgique, la première qui se soit constituée en Belgique en 1922. Donc nous sommes une vieille institution qui a des racines très profondes et donc qui a toute son aura et son importance. Qu'est-ce que la FNIB ? Dans ses objectifs, en fait, c'est une association donc professionnelle qui veut en tout cas asseoir la profession avec ses lettres de noblesse, parler de formation, parler de santé publique, parler de défense de la profession. Donc on couvre tout ce large spectre-là, en fait, avec la fédération. Alors vous représentez les infirmiers tellement bien d'ailleurs que vous organisez chaque année un congrès. Ce congrès il a été reporté puis annulé. Puis nous voilà aujourd'hui pour l'organisation de ce magazine, de cette émission. On va parler de beaucoup de choses, mais dans un premier temps, je vous propose de regarder une petite capsule consacrée à l'histoire de la FNIB. Avec plaisir. Commémorer le 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale permet de remonter aux sources du prendre soin et d'analyser l'histoire de ce savoir, ainsi que les conditions de son évolution en Belgique ces 2 derniers siècles. Cette étude pourrait fournir des matériaux de réflexion à la profession soignante pour consolider son processus de recherche identitaire ainsi qu'à sa pleine reconnaissance, notamment encourager et nourrir le mouvement de revendication de la crise du Covid-19. Au milieu du XIXe siècle, la Dame à la lampe a bouleversé la conception du nursing. Elle établit des liens entre 4 concepts: le soin, la personne, la santé et l'environnement. Les soins infirmiers sont basés sur l'observation et la compassion. Florence Nightingale montre que les soins ne relèvent pas de l'idéologie de charité ni de la philanthropie, mais qu'ils sont basés sur des connaissances d'hygiène et de gestion. 3 facteurs essentiels vont permettre de modifier le paysage hospitalier. L'anticléricalisme de certains élus libéraux et socialistes qui veulent la laïcisation des structures publiques de santé. L'évolution médicale de plus en plus rapide et surtout la révolution pasteurienne qui lentement va modifier les mentalités, les pratiques et les comportements de tous les personnels de santé. Enfin,
l'émancipation progressive des femmes qui leur permettent d'accéder à l'enseignement et à certains métiers. La Première Guerre mondiale met en exergue l'efficacité du nursing anglo-saxon face à la majorité des infirmières belges et françaises dont le bagage est par trop restreint. La confrontation va amener en 1921 les pouvoirs publics à enfin organiser des études d'infirmière en 3 ans, clôturées par l'obtention d'un diplôme, bien que le titre d'infirmière ne soit pas encore protégé. C'est une des revendications premières de la FNIB dès sa création en 1922, qui va accompagner le début de la professionnalisation du métier d'infirmière. La FNIB a pour but la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de l'infirmière diplômée, notamment l'amélioration des conditions de travail tellement pénibles qu'elle éloigne de la profession quantité de candidates. Les infirmiers, infirmières mettent en avant leurs compétences, la recherche de conditions de travail où puissent se conjuguer plaisir et efficacité, ainsi que les revendications salariales qui accompagnent le mouvement ascendant de la profession infirmière, tant dans son niveau de formation que de compétences requises. Tout un siècle de combat pour asseoir l'art infirmier. Mais comme chacun sait, dans le domaine économique et social, action et engagement ne s'arrêtent jamais. Docteur Yves Copiters, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors vous êtes médecin épidémiologiste, on ne vous présente plus, vous êtes souvent sur les ondes nationales pour parler de tout ce qui nous préoccupe. Ici on vient de le voir dans la capsule, l'histoire de la FNIB et du personnel infirmier est étroitement liée avec l'histoire des pandémies. Ici, on est en situation de crise, ça veut dire qu'il y a un gros impact aussi sur les personnels infirmiers? Oui, il y a un impact et on le voit, d'abord un impact dans la charge de travail et donc la nécessité d'avoir un système de santé qui a des ressources humaines en nombre important, puisqu'il manque en Belgique un nombre important d'infirmiers pour prendre en charge, je dirais, de façon optimale les patients et les patients en soins intensifs. On estime ce nombre à environ 5000 infirmiers qui manquent. Et donc c'est vrai qu'on le voit, cette surcharge de travail entraîne aussi malheureusement des écartements, donc des personnes qui tombent malades, des personnes qui ne savent pas travailler. Dans la première vague, on a estimé que 13 à 15% du personnel infirmier s'était écarté pour différentes raisons. Maintenant, lors de cette seconde vague, c'est supérieur à 20%. Donc on voit que la problématique est très importante. Des personnes qui sont positives, qui doivent se mettre en quarantaine, des personnes qui ont été en surcharge de travail, qui ont un stress à gérer et qui sont écartées pour des raisons médicales, et puis des personnes aussi qui doivent aussi récupérer à un moment donné leur jour. Et donc voilà, donc il y a une vraie problématique liée à ce manque quantitatif de ce personnel. Une problématique, une réalité que vous connaissez, Alda. Une réalité, oui, plus que réelle et même triste. En fait, vous avez déjà répondu à une question en lançant le sujet. Est-ce que vous avez des prédictions par rapport à ces chiffres? Est-ce que vous avez une crainte spécifique par rapport à la contamination et à la dangerosité du personnel soignant face à cette crise qui risque de perdurer des mois? Est-ce que... Oui, donc on voit dans les études de la première vague qu'au plus le personnel est écarté, au plus malheureusement la prise en charge est moins bonne. Et même ça impacte même la mortalité, surtout dans les maisons de repos et dans les collectivités, mais peut-être aussi dans l'hôpital au niveau de la qualité des soins. Et donc s'il y a un nombre de personnel absent, fatalement il y a moins d'infirmiers, infirmières autour du lit du patient et la qualité de la prise en charge risque d'en subir. Et donc ça risque de se traduire sur la morbidité, donc les complications plus graves mal gérées et la mortalité. Oui, c'est une triste réalité. J'avais une autre question, professeur, si vous acceptez, c'est avec votre casquette, avec votre aura et ce qui est votre core business, votre métier, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos politiques ou quel est le conseil que vous pourriez donner pour faire autrement et en tout cas pour tenir sur la longueur parce que ça risque de durer des mois? C'est d'avoir un message cohérent et un pilotage uniforme, je dirais, de tout ce processus, de la prévention des transmissions jusqu'à la prise en charge optimale des personnes et puis bien sûr une communication homogène au niveau de la population. Et donc il manque, c'est vrai que ce leadership, il manque le respect de tous les acteurs qui s'investissent vraiment depuis maintenant fin février dans cette épidémie. Il y a un manque sans doute de valorisation et de respect de certaines professions. Il y a eu des promesses qui ont été prises et elles ne sont pas encore mises en application. Voilà, donc c'est vraiment d'avoir une cohérence dans les messages, c'est-à-dire des stratégies à tous les niveaux, la prévention, l'hôpital et puis bien sûr les conséquences aussi après le Covid-19 et puis une valorisation quand même de toutes ces personnes qui s'investissent maintenant depuis de longs mois.
Vous avez parlé de prévention, c'est aussi le mot d'ordre donné par Marius Gilbert, que vous connaissez très bien, auquel on a aussi posé toute une série de questions. Je vous propose ensemble de l'écouter. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme politique pour protéger le personnel soignant lors d'une potentielle troisième vague, puisqu'on en est déjà malheureusement à parler de ça? Je pense que la meilleure chose à envisager, c'est faire en sorte qu'il y ait plus autant de patients qui se présentent aux portes des hôpitaux, en tout cas dans des proportions pareilles et à des vitesses pareilles. Je pense que les hôpitaux font un travail extraordinaire quand ils sont dans la capacité de faire les choses sereinement, et ils sont déjà énormément sous pression, et les conditions étaient déjà pas faciles avant l'épidémie de Covid, et ça ne vient qu'exacerber les choses. Donc je pense qu'au niveau politique, la responsabilité numéro 1, ça va être de mettre en place des dispositifs de prévention qui sont tels, qui sont suffisamment efficaces, qu'ils permettent de maintenir la transmission à un niveau extrêmement bas, de manière à ce que le nombre de patients qui nécessitent une hospitalisation reste à un niveau bas dans la durée, et quelles que soient les conditions de saisonnalité. Je pense que c'est la première chose à faire. C'est là-dessus qu'il faut concentrer toutes les énergies. Et puis, aux côtés de ça, augmenter les capacités, améliorer les conditions de travail, développer toute une série d'outils qui peuvent aider les soignants dans leur travail quotidien qui se fait auprès des malades. Ben voilà, Alda, ici on a eu vraiment les avis éclairés des professeurs Copiters et Gilbert, des avis nationaux, mais c'est intéressant de prendre un peu de hauteur pour avoir des avis peut-être un peu plus européens. Exactement. Donc nos professeurs nous mettent vraiment en garde en respectant les gestes barrières, prenant de la prévention, parce que si vous êtes préventif, vous vous soignez, vous nous soignez et on peut vous soigner. Donc c'est vraiment important comme message. Et puis nous allons le voir, il y a toute cette vision macro-européenne qui est très très importante, avec vraiment un focus particulier sur les étudiants en soins infirmiers, parce que c'est notre futur et c'est eux qui vont prendre soin de nous. Une vision un peu stratégique. C'est parti, on écoute Paul de Rave et Pedro Facone. Dear colleagues from FNEB, dear colleagues from Belgium, it is a pleasure for me being with you today, although not face to face, but I would like to take this opportunity to thank you for all the hard work in these last 8 months. It has been terrible for the nurses frontline, and EU institutions and national governments start now realizing how hard it is for the nurses to cope in this pandemic. And especially during this Nursing Now period that we are celebrating, the WHO Year of the Nurse. In fact, there is not much to celebrate about because it's tough work out there, and that will last with us for sure until we have a proper vaccination. That brings me then to thank you for the work done in daily practice, and it shows that the nurses are the backbone of the healthcare system. It goes without saying. But it's not always politically recognized. So I urge the European Council of Ministers, that is the picture upstairs with the round table, but also the European Commission, the picture on the left side, and the European Parliament to take joint actions. And from an EFN perspective, we are negotiating continuously with the European commissioners. And I have to say that I really value their relationship with EFN and the work of the nurses. Because we all know that the nurses are the most respected profession globally. And we also know that politicians want to put health first in the European Union. But the boundaries to do something about health from an EU perspective is still in the ownership of the member states. So, however, a strategic partnership with the profession, with the front line, with the nurses is key. And let me therefore show this slide on the workforce matrix 3+1,
where we have the general care nurses, the specialist nurses, the advanced nurse practitioner, but also the healthcare assistants, and also, of course, not in this matrix, but the nursing students. This is the workforce, 3 million, 6 million in Europe, that we have at our bedsides to make sure that we can control the pandemic. And citizens have showed support to the nurses, but still it is a tough time outside there now and in the coming months to go. We all know this. That brings me in saying that these pictures show that the European Union need to do more to be better prepared for us all, especially the community care nurses, but also the development of IT solutions and the electronic health record with recording all the patient data, the citizens' data, is crucial in this perspective. That brings me finally to conclude that Florence Nightingale 200 years ago was doing exactly the same what we are doing today, convincing the politicians to empower the nurses in the health system reform. And therefore, from an EFN perspective, we are focusing on the Directive 24 on cross-border mobility of the patients. This is crucial. I hear Van den Broeke saying last evening, we need to bring patients to Germany because in the end we cannot cope anymore. This is a reality in all member states. Member states need to help each other based on this Directive 24. But we have also the mutual recognition of professional qualifications. We need highly qualified nurses, and we cannot rob Peter to pay Paul. It's impossible. And the physician should respect that we have highly qualified nurses who have a key role to play in the organization of care. That brings me to the proportionality directive where we have been working on. The nurses need to have a seat on the governance table of every hospital, of every community care facilities. We need to make sure that the nurses run the system because they are the profession who can do this in a more innocent and in a more valid way. But we are also negotiating with the Commission right now because our nurses are getting sick and our nurses are even dying in this pandemic. So we need this biological agent directive 739 that needs to be implemented 24 November. But to be honest, we need it now. So the protection of the nursing workforce, the protection of frontline nurses is crucial. And my plea goes to conclude that governments, please support your nurses. Support your student nurses. Support the frontline first. Thank you so much, and I wish you all the best. Bye-bye. On a quand même des rankings du nombre de cas et aussi du nombre d'hospitalisations. Donc, on est avec la Belgique au top pour le moment de l'épidémie. Longuement, on était derrière Tchéquie, mais il y a très, très étroitement derrière nous, on trouve quand même aussi les Pays-Bas, la France. Donc, il y a des pays qui sont moins touchés, il y en a d'autres qui sont plus touchés. On est clairement au top avec il y a le degré de l'épidémie. Bien sûr, l'épidémie ne s'arrête pas des frontières et donc on voit maintenant qu'en Wallonie, la situation est plus grave qu'en Flandre. Toutefois, en été, c'était à Anvers, ensuite c'était à Bruxelles, maintenant c'est surtout en Wallonie et à Bruxelles qu'il y a beaucoup de charges, mais on voit dans les projections que ça sera aussi le cas en Flandre. Donc, quelque part, le virus est partout et donc il y a une forte circulation. On voit aussi dans les pays voisins en Europe que l'épidémie reprend et donc on doit être particulièrement attentif et essayer de se préparer d'une part en prenant des mesures fortes pour éviter la propagation du virus et d'autre part en essayant de préserver notre système de soins de santé, ce qui est particulièrement difficile quand il y a un si grand nombre de cas et d'hospitalisations. Voilà, après tous ces propos très enrichissants, je vous propose maintenant de passer sur le terrain.
beaucoup de personnel hospitalier a été impacté par le coronavirus. C'est ce qu'on va découvrir. Mais avant ça, une petite séquence tournée au CHR de Liège. C'est parti. Le quotidien, pour le moment, il est évidemment extrêmement chargé. Depuis maintenant quelques jours, on a réaugmenté la capacité analytique pour le Covid et on dépiste presque 2000 Covid tous les jours. On a une explosion de demandes et donc le laboratoire court. Les techniciens sont déjà avec un genou à terre, mais continuent pour l'instant à vraiment se battre pour essayer de continuer à rendre le service le plus important. On a ici pour l'instant un taux de positivité qui approche des 30%, donc c'est vraiment excessivement important. Donc on a vraiment l'impression de faire un travail excessivement utile pour la population pour pouvoir rendre des résultats. Plus on traîne, plus les gens peuvent contaminer d'autres personnes et donc on a le souhait d'arriver à maintenir ce délai de 24 heures, donc tout le monde se bat. Les équipes qui au départ faisaient 8 heures, 4 heures, maintenant font 6-2 et puis 2-10, donc on a augmenté très fort les plages. On a à peu près une vingtaine de nouveaux collaborateurs qui ont rejoint l'équipe pour surstaffer les équipes administratives qui doivent prendre en charge tout l'encodage des demandes et également pour surstaffer l'équipe de biologie moléculaire pour tous ces dépistages Covid qui arrivent de partout. Alors on n'a pas du tout l'impression que cette deuxième vague ressemble à la première. La première vague, on testait principalement les patients qui étaient hospitalisés parce qu'on avait une capacité de testing qui était assez limitée. Entre-temps, le laboratoire s'est adapté. On a augmenté assez fortement notre capacité de testing. Donc des 150-200 tests qu'on faisait en mars, on est à plus de 2000 maintenant. Donc on a augmenté, on a fait x10 notre capacité de testing. Et on a 2 nouvelles machines qui viennent d'arriver qui vont encore nous permettre dans les jours qui arrivent d'augmenter notre capacité de testing. Donc la vie du laboratoire n'a absolument plus rien à voir avec la vie du laboratoire d'il y a 6 mois. Là, pour le moment, on ne voit pas le bout du tunnel. On n'a pas l'impression que dans les semaines ou même les mois qui arrivent, la situation va redevenir normale. Un phénomène qui nous inquiète particulièrement, c'est qu'on rentre dans l'hiver. Donc, on va en plus ajouter au Covid la grippe et toutes les maladies saisonnières comme le rhinovirus et d'autres virus qui circulent généralement en hiver. Donc, on est globalement fort inquiet. Et pour l'instant, on est vraiment en train d'essayer de soutenir au maximum nos équipes parce que ce soit au niveau des infirmières pour le prélèvement, des secrétaires pour l'encodage ou bien des techniciens pour la partie analytique, tout le monde est vraiment sous pression. Maintenant, je dois vraiment dire qu'on a une équipe absolument extraordinaire pour l'instant et on le voit bien, la majorité des autres centres sont en train de réduire le nombre d'analyses qu'ils acceptent et nous on continue à l'augmenter parce que les équipes se battent derrière et donc ils ont une volonté pour l'instant qui est vraiment incroyable et je suis fort admiratif et fort fier de travailler avec eux. Voilà, on l'a vu dans cette petite capsule, un secteur complètement impacté par cette pandémie qui a dû complètement se réorganiser. Alors sur ce plateau, pour en parler, j'accueille Aurélia Bustieux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable formation ici à l'hôpital Erasme. Tout à fait. Et alors monsieur Sébastien Ninit, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département infirmier au CHU de Charleroi. La première question, j'ai envie de la poser justement au directeur. Quand on est directeur comme ça, la pandémie, c'est un véritable fléau en termes de réorganisation. Tout à fait, c'est un véritable fléau. On a dû repenser toute l'organisation hospitalière et dans premier chef, bien sûr, l'organisation des soins infirmiers. Nous avons dû transformer des unités banalisées, standards, non Covid en unités Covid et des unités de soins intensifs en unités de soins intensifs Covid. Cela nécessite en effet des ressources matérielles, mais surtout des ressources humaines, puisqu'une unité Covid requiert de plus ou moins 3 fois plus de personnel qu'une unité non Covid. Donc c'est vraiment très compliqué pour mener à bien et pouvoir continuer à dispenser des soins de qualité en toute sécurité. Le retour de l'humain, justement, j'imagine pas trop compliqué aussi à gérer parce que ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Donc le retour de l'humain, il faut encadrer ces équipes qui ont beaucoup de souffrance pour le moment par rapport à la première vague. La première vague, c'était plutôt un problème de matériel. La deuxième vague, on est plus sur un problème de ressources en personnel. On a des équipes très courageuses, très motivées, très volontaires. Première vague et deuxième vague, aussi un impact pour les étudiants qui sont en dessous de vous. Première vague, c'était au moment de juin. La deuxième, c'est au moment de septembre. Ces étudiants, il y a des stages, il y a des formations en jeu. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut réorganiser tout ça? Tout à fait. Il y a eu d'abord cette première vague avec des problèmes de diplomation et puis cette deuxième vague qui arrive avec le nouveau groupe. Les étudiants, il faut absolument les préserver parce que c'est notre avenir. Finalement, si on ne les diplôme pas, on n'aura pas la relève à assurer. Et donc, il faut pouvoir aménager les stages pour qu'ils apprennent. Et en plus, ils sont extrêmement précieux parce qu'ils peuvent nous aider. Et donc, eux ont déjà une partie en formation, on peut leur déléguer toute une série de choses, ce qu'on ne peut pas faire du personnel non formé. Donc,
absolument, il faut préserver ces stages-là et pourquoi pas les rémunérer, puisque dans d'autres métiers, comme en médecine, en architecture, chez les juristes, il y a des stages qui sont rémunérés. C'est peut-être l'occasion de revoir notre optique à ce sujet. Ça permettrait aussi de garder leur motivation. Leur motivation, elle est intacte? Certainement, leur motivation est intacte. Ils se sont sentis très investis, pas du tout apeurés. Volontaires pour venir en stage, sauf exception avec des étudiants qui pouvaient être un peu plus fragiles. Et je pense qu'il faut absolument les garder en stage, les préserver, les protéger et aussi les entourer pendant cette période de stage. Un troisième secteur qui a aussi été impacté, c'est celui des soins communautaires. Je vous propose d'écouter ce que Geneviève Boudard a à en dire. Voilà, bonjour à tous et toutes, Geneviève Boudard, membre de la FISCO. C'est au nom des infirmières spécialisées en santé communautaire que je m'adresse à vous. Hors du cadre hospitalier, le vécu de la crise, il est aussi très très compliqué au quotidien, surtout face aux personnes en grande précarité. On sait que ces populations précarisées sont mises en grande difficulté face à cette crise. Nous essayons vraiment au quotidien d'essayer de se mettre à leur écoute, de répondre à leurs besoins et d'offrir les réponses les plus adéquates possibles afin de faire face aux besoins de première nécessité aussi. Ce qui est important aussi, c'est de maintenir le lien avec ces personnes, avec la communauté, avec les personnes les plus fragiles, en étant à leur rencontre au plus proche de leur réalité. Donc on essaie de maintenir une approche de proximité, aussi pour faire passer le message de prévention et rappeler l'importance des gestes barrières, l'importance de ce que chacun peut avoir comme impact dans cette crise. Et donc un rappel constant des gestes barrières, des mesures à prendre face à la gestion du virus pour pouvoir aussi protéger la population dans sa globalité. Voilà le message que je voulais vous faire passer au nom des infirmières spécialisées en santé communautaire et je vous invite à la plus grande prudence et à la grande solidarité les uns envers les autres. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bien voilà, on a pu le voir, ça impacte vraiment tous les secteurs, cette crise Covid. Avec moi, deux nouveaux intervenants sur ce plateau. Gaëtan Mesdac, bonjour. Bonjour. Vous représentez le secteur des indépendants. Oui. Gaëtan Meuleman, bonjour. Vous êtes, vous, directeur de maison de repos. Je vais d'abord me tourner vers vous. Expliquez-nous un petit peu, vous, dans les maisons de repos, il y a eu deux impacts différents. La première vague et puis la deuxième vague, ça a été vraiment deux crises complètement différentes finalement. Alors la première vague, ça a été la grande inconnue, un virus inconnu qui rentre dans les résidences. Ça a été la peur dans un premier temps, le manque de matériel, l'absence d'information, l'absence d'information des tutelles. Et donc là, l'improvisation, trouver les solutions, la mise en place des cellules de qualité, la mise en place des coordinations avec les médecins coordinateurs, avancer, la difficulté de pouvoir faire hospitaliser les résidents, le syndrome de glissement, la gestion des familles, la détresse des résidents et des familles. Ça a été vraiment les grosses complications. Les écoles d'infirmières qui ont fermé, donc c'est une gestion vraiment particulière, du jamais vu. C'était l'inconnu. Vraiment s'adapter. La seconde vague, maintenant, le maillon faible n'est plus le matériel est là. C'est ça, vous êtes organisé, c'est quelque chose d'autre qui arrive. Voilà, c'est l'humain. Aujourd'hui, l'humain, le personnel soignant, infirmier et soignant, le personnel est fatigué, mais ils sont toujours présents. La deuxième vague est en train, effectivement, d'impacter à nouveau les résidences. La difficulté, elle est aussi le public, les familles, parce que malheureusement certains ne respectent pas les gestes barrières. On peut comprendre les difficultés, mais aujourd'hui l'impact il est là et on doit préserver les maisons et ça c'est vraiment la sécurité qui prime avant tout. Voilà. Gaëtan Mesdac, vous aussi, ça a été deux vagues complètement différentes ou alors la crise a été relativement similaire depuis mars jusqu'à maintenant, octobre? Alors les deux vagues sont complètement différentes. La première vague, on avait un manque de matériel, un manque de tests, un manque de connaissances, beaucoup de stress de nos patients, des stress du personnel soignant en général. Et maintenant, cette deuxième vague, on est face à des patients qui sont toujours stressés, qui sont en détresse. On récupère de plus en plus de patients Covid à domicile.
Et donc, c'est une gestion, une organisation complètement différente pour les infirmières, pour les infirmiers, pour les aides-soignants du domicile. C'est très compliqué parce qu'on passe d'une maison à une autre. Nous sommes nous-mêmes potentiellement vecteurs. On n'a toujours pas de test facilement réalisable à domicile. C'est en train de se mettre en place, mais ça traîne. On a une petite impression d'impréparation, de non-considération de cette deuxième vague que le secteur annonce depuis très longtemps. On demande des gestes forts qui n'arrivent pas. Et le personnel est fatigué. On nous demande maintenant d'aller en renfort dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, sans avoir aucune certitude au niveau salarial, sans savoir vers quoi on va. On nous a demandé du renfort dans les centres de testing, on y a été, donc c'est pas qu'on ne veut pas, mais il y a une incompréhension de ce qui se passe et les associations font des pas en permanence vers le politique pour être entendues, pour donner des consignes, pour discuter, pour organiser. Et on ne nous revient jamais. On ne nous écoute pas. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et la deuxième vague, elle fait que commencer. Donc on sait que ça va durer un petit moment. L'hiver est là. Est-ce qu'on est parti pour 2 mois, 4 mois, 6 mois? On n'en sait rien. Et comme on ne teste plus que les symptomatiques, comment est-ce qu'on peut être certain en allant dans les domiciles qu'on soit négatif, positif? Comment sont nos patients? À domicile, on n'a pas le regard sur ce qui se passe chez les gens quand on n'y est pas. Donc, dans les maisons de repos, les gens ne respectent pas, mais on peut quand même encore contrôler ou interdire les visites. Nous, à domicile, une fois qu'on est parti, on ne sait pas qui vient, on ne sait pas comment les gens se comportent. Et donc, nous sommes nous-mêmes de nouveau beaucoup plus en danger parce que cette deuxième vague, le virus circule énormément, où il y a eu de la crainte dans la première vague et où le seul élément perturbateur au domicile des patients, c'était nous. On se sent, je pense, nous, plus en danger maintenant pour nous, ne contrôlant absolument rien sur les domiciles des patients et récupérant des patients des hôpitaux très tôt pour des sorties parce que les hôpitaux sont surchargés. Merci messieurs pour ces informations. On l'a bien compris, les 5 secteurs dont on a parlé là maintenant sont tous impactés à différents niveaux. Voilà, dernière partie de cette émission, le changement de présidence de la FNIB, puisque Alda Dalla-Valle laisse sa place à Adrien Dufour. Je vous propose d'abord de découvrir quel est l'homme qui se cache derrière le dirigeant. Donc, je suis directeur du département infirmier paramédical et services associés au sein de la clinique Saint-Luc de Bourges. Et depuis quelque temps également, je suis directeur des départements informatiques faisant fonction. Cela fait maintenant quasiment 16 ans que je travaille au sein de la clinique, tant sur un aspect humain qui m'est très cher, et tant sur un aspect projet qui fait que les journées sont remplies de rencontres diverses et variées et toujours très riches. Et l'ensemble de collaborateurs au sein de la structure qui sont réellement de vrais professionnels et qui me donnent l'envie au quotidien de pouvoir défendre la profession infirmière entre autres. Actuellement, je suis le porte-parole fédéral de l'Union générale des infirmiers de Belgique et c'est dans ce sens que ma collaboration avec la FNIB me pousse entre guillemets vers le fait de postuler comme président de la fédération. Alors c'est quelqu'un qui a vraiment une vision, qui a toujours une longueur d'avance, qui permet vraiment d'anticiper les objectifs à mettre en place au sein du département. C'est un leader ambitieux et curieux qui a à cœur de faire grandir ses collaborateurs. Adrien, il est orienté vers la performance et l'amélioration continue. Il dirige ses équipes en les poussant vers l'autonomie et le développement de l'intelligence collective. En quelques mots, je dirais respect, bienveillance, humanité et pour le paraphraser, sans nos équipes, nous ne sommes pas grand-chose. Je pense que la profession doit être mieux défendue, doit être mieux appuyée par rapport aux enjeux de société que l'on rencontre. Bien évidemment, profession qui est largement complexe et qui a montré toute sa complexité et toute la difficulté de pouvoir la reconnaître dans la période actuelle. Et la profession couvre tous les secteurs différents, qu'on aille vers le milieu carcéral, vers les soins à domicile, vers les maisons de repos, vers les hôpitaux. Tous ces secteurs doivent à un moment donné pouvoir s'appuyer sur des personnes qui défendent au mieux la profession et j'espère pouvoir apporter ma contribution dans ce modèle et d'arriver à pouvoir défendre des valeurs qui sont importantes en termes de développement professionnel mais aussi en termes de qualité, de sécurité, de formation, rendre une image positive de la profession et renforcer l'attractivité professionnelle mais également la fidélisation professionnelle.
Une des valeurs qui m'est les plus chères, ça reste le respect. Un respect premièrement de l'humain. Et le respect de l'humain, il se caractérise dans toutes les étapes de la prise en charge d'un patient ou dans toutes les étapes de la prise en charge d'un collaborateur. Ensuite, je pense qu'il y a également la loyauté, la volonté d'aller de l'avant également, et donc de ne jamais brader quelque chose pour autre chose, entre guillemets. Le fait de travailler ensemble est quelque chose aussi pour moi qui est fondamental. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je pense également que tout ce qui va être qualité également est quelque chose de fondamental. La qualité et la volonté d'excellence. Rester curieux en termes de management, d'intelligence collective, de nouveaux modèles de gouvernance, de gestion de projet, ce sont des éléments qui me passionnent. Tout qui me connaît sait que tout ce qui va être nouvelle technologie ou la technologie peut apporter un plus à l'homme, c'est quelque chose pour lequel je vais me passionner. Mon investissement au quotidien fait que sans mon époux, je ne serais pas là aujourd'hui. Pour faire très court, à tout moment, je peux me sentir serein sur beaucoup de choses, et principalement mes 3 filles, qui sont un des succès de notre couple. Le binôme que je forme avec mon épouse est également une des clés, entre guillemets, de ma progression et des éléments qui évoluent. Adrien Dufour, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef du département infirmier de Saint-Luc-Bouge à Namur. Alors on l'entend ici dans la vidéo, c'est quelque part votre femme, le pilier de votre vie privée mais aussi de votre vie professionnelle. Ça incarne quoi? Un homme de valeur derrière le dirigeant surtout? Oui, tout à fait. Pour moi, il est fondamental d'afficher des valeurs fortes, telles que la loyauté, le respect, la bienveillance. Et clairement, ce sont ces valeurs que je retrouve au niveau de la FNIB et qui m'ont motivé dans ma candidature. C'est ça, justement, vous vous présentez en tant que président de la FNIB. Mais avant ça, peut-être un petit mot à la présidente sortante. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer après ce mandat? Mon Dieu, après presque 12 ans, je peux dire que j'ai appris énormément, que c'est une profession riche, que c'est une fonction riche aussi. Il y a eu beaucoup de remous au début aussi de mon mandat. Il y avait les problèmes des aides-soignants, mais ce n'est rien de comparable à maintenant. Et maintenant, l'association professionnelle a toute sa valeur parce qu'il faut vraiment mettre un cadre autour de ce personnel soignant que nous sommes. Il faut vraiment redonner des lettres de noblesse et mettre un focus dessus. Et franchement, encore 12 ans, je n'y arriverai pas et je suis contente qu'Adrien soit là, mais il y a du travail. Et ce que je tenais à dire en tous les cas, c'est que nous sommes des gens méritants et qu'il faut vraiment qu'on nous s'y tienne. Adrien Dufour, vous arrivez à un moment peut-être délicat pour tout le personnel médical, mais spécialement pour le personnel infirmier. Quelles sont les grandes lignes justement du mandat que vous allez défendre ici? Je pense que, comme vient de le citer Alda, la première chose est une défense professionnelle affirmée, dans la mesure où aujourd'hui la profession n'est pas suffisamment prise en compte. Et donc, c'est continuer dans le sillage de ce que la FNIB a pu mettre en place, dans la défense, dans la promotion de la profession infirmière, dans le fait de défendre aussi la place, les axes de formation, bien évidemment, de continuer toutes les démarches qui ont été lancées par la FNIB, les différents recours, les différentes modifications dans le devenir de la profession. Il est évident qu'il y a énormément de chapitres ouverts, que la crise que l'on connaît aujourd'hui appuie sur des lacunes du passé, que la FNIB a voulu, de par ses actions, gommer, effacer et donner de nouveaux départs, et qu'aujourd'hui c'est vraiment sur ces éléments-là, comme par exemple une révision des normes d'encadrement, comme une meilleure classification de fonctions pour qu'un infirmier puisse être reconnu, mais que cette reconnaissance passe aussi par une reconnaissance professionnelle en tant qu'acteur de santé, mais également une valorisation salariale digne des responsabilités que chaque professionnel porte. Merci à tous les deux. Courage dans cette lutte et ce soutien justement au personnel infirmier. Et vous l'avez dit tous les deux, un personnel infirmier méritant. Je vous propose du coup de regarder une petite capsule consacrée aux remerciements que toute une série de personnes avaient envie d'adresser à vos infirmiers. On regarde ça. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors 2020, c'est donc l'année de l'infirmière, mais je pense qu'on devrait dire l'année des infirmiers et des infirmières parce que vous méritez toutes et tous notre reconnaissance et nos remerciements. Cela fait des mois et des mois maintenant que la situation est extrêmement difficile et lourde pour les équipes. Bien sûr, ce n'est pas depuis la Covid-19 que vous vous engagez sans compter pour les patients.
C'est depuis toujours et beaucoup l'ont oublié. Tous les jours, vous nous apprenez encore, vous nous apprenez comment poser des actes de courage, comment être créatif, comment vous impliquer et comment prendre en charge toutes ces situations particulièrement difficiles sur le plan physique et sur le plan mental. Cette crise aussi, elle a été l'occasion d'être une vraie leçon d'humilité par rapport à tout ce que vous prodiguez au service des autres, par rapport à tous les sacrifices que vous faites au quotidien. C'est notre responsabilité collective de vous donner les moyens de nous soigner. L'Union générale des infirmiers de Belgique a remis toute une série de propositions très concrètes. Je les ai remises la semaine dernière en main propre au Premier ministre lors d'une plénière de la Chambre. J'espère que les ministres de la Santé vont les concrétiser. Je voulais donc vous dire que nous sommes à vos côtés pour vous prodiguer l'ensemble des moyens humains et matériels que vous implorez depuis si longtemps. La priorité, c'est vous. Vous, dont on doit prendre soin également, en vous donnant les conditions de travail, les protections nécessaires, mais également l'écoute, l'attention et le soutien, au travers d'accompagnement, au travers de facilitation, au travers également de soutien pour éviter l'épuisement moral, mental, le burn-out, parce que même lorsqu'on est un super-héros, par moment, on a le droit de craquer. J'ai été tellement heurtée à certains moments de voir comment on ne vous considérait pas suffisamment que je ne peux pas aujourd'hui me permettre de ne pas m'engager à faire le maximum à vos côtés, vous qui faites plus que le maximum chaque jour. Je voulais saisir cette chance qui m'est donnée de remercier les nombreux élèves inscrits au sein de nos établissements du 4e degré secondaire organisant la formation des infirmiers et infirmières brevetées. En effet, même si bon nombre ont été empêchés de poursuivre leur stage pour des raisons liées à la crise sanitaire, une majorité n'a pas hésité à répondre à l'appel à l'aide lancé par le monde de la santé. Depuis le début de la crise, vous nous avez démontré votre investissement. Vous étiez prêts à vous engager et prendre les responsabilités qui incombent au métier d'infirmier et d'infirmière. Je vous remercie pour votre engagement et vous souhaite une bonne continuation dans ce métier à la fois altruiste et généreux qui, je l'espère, continuera à vous passionner et vous enrichir. Je serai aussi à vos côtés dans les semaines qui viennent. Les patients ont cruellement besoin de vous. Les patients ont cruellement besoin aussi de nous tous pour améliorer la gestion de cette pandémie. Alors courage, c'est ce que j'ai envie de vous dire pour terminer. Courage, courage et encore courage pour les patients. Merci. Je suis vraiment admirative de tout votre travail, de la force que vous puisez chaque jour en vous au service des autres. Pour tout ça, sincèrement, bravo et merci. Ben voilà, Alda, des images en tout cas sympathiques, des mots aussi très sympathiques et surtout beaucoup de remerciements. De quoi voir le positif, entrevoir des jours meilleurs ? Alors ça fait chaud au cœur, très certainement. Faire une telle émission, ça remet de l'éclairage sur les soins infirmiers qui sont très importants. Des jours meilleurs, ce sera à très long terme, mais en attendant, ça fait du bien et les encouragements. Franchement, merci. Merci à vous pour cette émission et pour cette initiative. L'occasion encore de vous rappeler peut-être de ne pas oublier ceci. Les gestes barrières aussi, c'est très important, d'autant plus important pour les gens qui, comme Alda, sont tous les jours au contact du virus. Portez-vous bien et à très bientôt. Jour à planer dans les étoiles, puis rien ne va et c'est la panne. Alors soudain tout s'éteint, on ne voit plus où on va, on ne sait plus d'où on vient. Je me souviens de ce matin d'hiver, où enfant j'ai compris que la vie est amère. Mais que pouvais-je faire sinon devenir Dieu le Père? Y a des hauts et y a des bas, c'est la vie qui impose sa loi. Y a des hauts, y a des bas, la vie est faite comme ça, faite de haut